Bonjour à tous, mon nom est Ilona Boisdrivet, assistante de recherche au laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal. Merci d'être présent virtuellement et de participer à cette webconférence d'aujourd'hui sur le développement socio-historique de l'intelligence artificielle sous l'angle de l'économie de la promesse. Aujourd'hui, nous accueillons Florence Lucier-Lejeune, candidate au doctorat en sciences, technologies et société à l'UQAM, qui vient discuter du rôle performatif des promesses technoscientifiques de l'intelligence artificielle et leur implication sur le développement des politiques de technologie et de l'innovation. Madame Lucier-Lejeune, merci d'être présente à distance aujourd'hui. Je vous cède la parole. Oui, bien, merci pour l'invitation. Je vais partager mon écran avec la présentation. Donc, c'est ça. Donc, merci pour l'invitation. Encore une fois, je vais présenter dans le cadre de cette présentation-là une partie de mon doctorat qui s'intéresse, comme on l'a mentionné, le développement socio-historique de l'intelligence artificielle sous l'angle des économies de la promesse. Je fais mon doctorat en sciences, technologies et société. Donc, ça l'analyse le rôle mutuel entre sciences, technologie et société. On décortique un peu la boîte noire avec différentes disciplines comme la sociologie et l'histoire. Donc ça m'amène aussi à préciser que je ne suis pas juriste, je ne suis pas informaticienne non plus. Donc, on va discuter ensemble du rôle des promesses à travers le développement de l'intelligence artificielle. Donc, on va voir ces promesses-là ont joué un rôle important dans le développement autant de l'IA connexionniste, qu'on va définir tous ces termes-là au courant de la présentation, et autant au niveau de l'IA symbolique. Le plan de la présentation est le suivant. On va commencer par bien situer de quoi on parle quand on parle d'engouement envers l'intelligence artificielle. On va aussi regarder les définitions, la définition de l'économie de la promesse, et ça va nous amener à regarder aussi les définitions de l'intelligence artificielle actuellement, les différents cycles de promesses qui sont associés, comme je le mentionnais, envers l'IA connexionniste et l'IA symbolique. Puis, il va y avoir une brève discussion, si on veut, de l'impact de ces économies de la promesse-là sur la gouvernance de l'IA. Ça va nous amener à une brève conclusion. Donc, mise en contexte, je ne vous apprends rien, il y a vraiment un engouement envers l'intelligence artificielle et ça depuis les 10 dernières années. Au niveau, ce qu'on voit au niveau médiatique, c'est dans le graphique en haut à gauche, c'est les mentions intelligence artificielle dans la base de données Eureka qui regroupe donc les médias, principalement des journaux. On voit donc qu'à partir de 2014-2015, on va parler davantage d'intelligence artificielle. Et déjà, il y a un petit repli en 2019, l'année dernière, mais on en reparle davantage en 2020. Simplement une hypothèse. Peut-être que justement les promesses entourant la façon d'endiguer la pandémie a peut-être contribué à donner un peu plus de visibilité à l'intelligence artificielle au courant de l'année 2020, mais bon, il faut creuser, c'est juste une hypothèse comme ça. J'ai remis le graphique en haut à gauche sur les dépenses du gouvernement américain parce que c'est un acteur important dans le développement des technologies en général, particulièrement son agence en recherche et développement, la DARPA, qui va investir à partir des années 60 en intelligence artificielle. Et ce qu'on voit dans le graphique, c'est donc qu'en 2000, il ne se passait plus rien, il n'y avait pas beaucoup d'investissements en intelligence artificielle. Et là, on suit cette même courbe-là croissante d'investissement en intelligence artificielle, particulièrement à partir de 2015-2016. Un peu la même chose du côté des investissements privés, comme des entreprises en démarrage en intelligence artificielle. On va voir vraiment un décollage davantage à partir de 2015-2016, voire davantage d'investissements. L'autre graphique un peu à droite, qui est à droite, en bas à droite, je voulais dire, il concerne, c'est un peu plus anecdotique, c'est simplement pour rappeler que plus on parle d'intelligence artificielle au courant des dernières années, plus on parle aussi d'éthique. Donc ça, c'est un graphique qui montre qu'avec les différentes conférences en intelligence artificielle, on voit que commence à se greffer le terme éthique à partir aussi des années 2010.
Maintenant, pour ce qui est du Québec et du Canada, on voit aussi cet engouement-là. On l'a vu au niveau des investissements, au niveau provincial et fédéral depuis l'année 2016. On a investi plus d'1 milliard de dollars en intelligence artificielle. Puis, dans le budget de l'année dernière au provincial, on a investi 330 millions sur 5 ans pour renforcer la position du Québec comme leader en intelligence artificielle. Maintenant, c'est quoi les économies de la promesse? J'ai mis une définition ici qui vient de Haro Van Lente. Donc, c'est un chercheur important qui a publié beaucoup en économie de la promesse, puis en anglais. Le terme utilisé, là, si vous voulez en apprendre davantage, faire plus de lecture là-dessus, c'est Sociology of Expectation. Donc, cet auteur-là est très prolifique. Je vous conseille d'aller le lire. Donc, sa définition des économies de la promesse, c'est d'étudier le rôle des promesses, surprise, et leur effet performatif dans la création d'un engouement pour une technologie en analysant comment les différents acteurs de l'innovation se servent des possibilités du futur pour influencer le présent. Donc, on accorde justement à ces attentes collectives-là qui sont projetées dans l'avenir, on accorde une importance parce qu'on voit bien qu'elles ont une décision, elles ont un impact important au temps présent. Donc, elles orientent beaucoup nos décisions. Donc, c'est ce que les économies de la promesse cherchent à creuser un peu. Puis quand on parle d'acteurs de l'innovation, ça demeure quand même un terme assez large. On peut les découper de cette façon-là, mais il y aurait d'autres façons de le faire. Donc, on peut le découper selon la façon historique des acteurs d'innovation, soit cette triade entre recherche, industrie, État. Donc, la recherche, on a bien entendu les chercheurs, mais au fil des années, il y a tous les départements de communication, de relations publiques qui, à travers, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais à travers des communiqués de presse, qui annoncent des découvertes potentielles qui ne sont peut-être pas encore validées, pourraient s'inscrire dans cette économie de la promesse-là. Au niveau de l'industrie, on voit énormément d'acteurs qui sont soit d'une part sensibles aux promesses, c'est-à-dire plus en termes de récepteurs, comme les investisseurs, particulièrement les investisseurs qui vont s'intéresser aux technologies émergentes, qui vont investir dans ce type d'entreprise-là. On parle des sociétés de capital risque, où justement c'est tellement incertain, on n'est pas en mesure de calculer bien les retombées de la technologie. On a affaire à des acteurs justement qui vont être en mesure de prendre ce risque-là et d'investir dans la technologie en amont. Donc, les émetteurs de ces promesses-là, souvent, ce seront des entrepreneurs d'entreprises en démarrage qui, justement, pour se démarquer, pour essayer de stabiliser cet environnement incertain-là, vont émettre des promesses de rendement futurs potentiels. Et il n'y a pas juste, on pourrait aussi parler des départements de recherche et développement dans des grandes entreprises privées qui, eux aussi, dans le même contexte, là, on parle toujours de technologies en émergence, si on veut. En amont, l'environnement est très incertain, donc on sert vraiment des promesses pour stabiliser, orienter les décisions vers une technologie en particulier versus une autre. Donc ça, c'est un aperçu au niveau de l'industrie. Il y a aussi au niveau de l'État, les décideurs publics. Ce que certaines recherches ont démontré, c'est que les acteurs publics peuvent contribuer à travers des programmes, à travers des cibles précises à on appelle ce hype cycle-là, mais dans le sens qu'on connaît un grand engouement vers la technologie, puis qui est suivi par une forme de désillusion. Donc, en formant des cibles dans une technologie particulière, en investissant massivement, puis en faisant parfois un retrait d'investissement, on contribue à ce cycle-là envers certaines technologies. Dans le cadre de ma thèse, je vais m'intéresser plus aux acteurs intermédiaires, donc les firmes de consultants et les médias. Mais bon, ça ne sera pas l'objet de la présentation actuelle parce que, je ne vais pas mentionner en introduction, mais je ne présente pas des résultats ici. C'est davantage la problématique, la revue de la littérature que je vous présente. Et bref, ça pour dire qu'il y a des acteurs intermédiaires aussi qui contribuent aux économies de la promesse, qui sont intéressants d'analyser également.
Maintenant, pourquoi on se sert des économies de la promesse selon une perspective des acteurs de l'innovation? Je voulais insister juste un peu sur cet aspect-là. Je veux dire, on s'entend bien qu'il n'y a personne qui intentionnellement ou explicitement dit « Ah, moi, je fais un recours aux économies de la promesse. » Sûrement, le terme n'est peut-être pas assez connu aussi. Mais en gros, comme je le mentionnais, c'est pour stabiliser un environnement incertain. Donc, accroître cette valeur perçue ou potentielle d'une technologie. Et ça permet justement à des acteurs qui proviennent de différents milieux. Là, on voyait bien tantôt qu'il y a des acteurs qui proviennent du public, du privé, de la recherche. Donc, à travers des promesses, ils peuvent se greffer ensemble et adhérer à ces promesses-là et ainsi collaborer. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça peut contribuer à une formation de coalition d'acteurs hétérogènes qui viennent de différents milieux. Et donc, les raisons les plus évidentes, c'est donc d'attirer l'attention envers une technologie au détriment d'une autre. Donc, évidemment, obtenir des ressources, là, parce que en amont, justement, ça coûte encore plus cher. Il faut des talents. Il faut donc obtenir des ressources pour le développement de la technologie en émergence. Et les promesses vont être très utiles à cet égard-là, ce qui a été mis de l'avant dans la littérature. Un exemple qui est souvent étudié, qui a été étudié quand même assez au niveau des économies de la promesse, c'est les nanotechnologies. Parce que le thème même francophone dans la littérature, là, économie de la promesse, comme je disais, Sociology of Expectation dans le monde plus anglophone, mais dans le monde francophone, il a été étudié justement au début pour analyser le phénomène des nanotechnologies, parce qu'on se rendait compte que c'est l'image qu'on vous voyez à droite, là, tirée du Devoir en 2004. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un exemple médiatique d'une reprise, si on veut, d'amplification de la promesse, où on dit clairement qu'il y a des espoirs gigantesques par rapport à une technologie, et on vient à quantifier, là, on parle de 1000 milliards dans 10 ans de retombées. C'est un exemple de base, de rhétorique de la promesse. Maintenant, pourquoi en sciences-technologies, on s'intéresse aux promesses? Donc, évidemment, il y a toute cette notion de discours des acteurs, puis d'analyse de leur réseau d'appartenance qui est intéressant de faire à travers les économies de la promesse. Et il y a cet effet performatif-là. Donc, on s'inspire de la linguistique pour justement regarder comment le fait d'énoncer une promesse conduit à sa réalisation. Donc, certains chercheurs ont démontré qu'à force de promesses, ça a vraiment eu une influence importante sur la trajectoire d'une technologie. On peut aussi en faire une critique plus importante. C'est quand même de nature assez critique, les économies de la promesse, mais on peut prendre un axe encore plus critique, c'est-à-dire de dire que toute la gouvernance des sciences et technologies aujourd'hui, les promesses sont en fait hégémoniques dans cette gouvernance-là. Elles orientent les décisions. C'est toujours une course au sujet à la mode, ce qui fait en sorte qu'il y a une concentration dans une seule technologie. Puis ce qu'on peut critiquer aussi, c'est que c'est une seule technologie au détriment peut-être d'autres champs qui seraient intéressants, mais c'est justement parfois d'aborder tous nos problèmes sous l'angle de la technologie quand par exemple, les sciences humaines pourraient répondre à ces enjeux-là de société, par exemple. Donc, ce serait une critique plus macro qu'on pourrait faire avec les économies de la promesse. Et là, je voulais parler brièvement du pouvoir rhétorique de la promesse. Il est même visible parfois quand on nomme une nouvelle technologie. Donc, on va nommer une nouvelle technologie dans une optique d'attirer l'attention, mais avec une certaine flexibilité interprétative qui va permettre à différents groupes, je parlais d'acteurs hétérogènes, donc à différents acteurs de trouver son compte. Donc, c'est cette notion d'accommoder des perspectives divergentes à travers une flexibilité interprétative. Ça a été vu
Je parlais de nanotechnologie, biotechnologie, c'est des termes assez larges, assez flous. Intelligence artificielle, c'est un peu la même chose. C'est une définition qui est quand même floue, puis on va voir comment elle a pu s'adapter avec le temps en gardant le même terme et en suscitant toujours une forme d'intérêt. Donc, quelles sont les définitions actuelles de l'intelligence artificielle? Ce qu'on entend beaucoup parler, quand on définit, je parlais de l'engouement des 10 dernières années, quand on parle d'engouement actuel de l'intelligence artificielle, on fait toujours référence à l'apprentissage automatique et aux techniques d'apprentissage profond. Je repasse sur les définitions, mais bon, comme je disais, je ne suis pas informaticienne, je vais juste camper pour on parte sur des bases, juste pour partir sur les mêmes bases, disons. Donc, l'apprentissage automatique, c'est des systèmes qui améliorent leur performance pour une tâche donnée au fur et à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience ou des données. Donc, évidemment, c'est toujours cette notion-là de données qui est extrêmement centrale aux techniques d'apprentissage automatique et aux techniques d'apprentissage profond qui apprennent avec les données, avec des techniques statistiques très pointues, avec des modèles mathématiques. Justement, des modèles mathématiques qui sont complexifiés grâce au réseau neurones et qui, avec la notion de couche, permet de complexifier le modèle. Et on a vu des percées intéressantes au niveau de la reconnaissance d'images, la reconnaissance vocale, grâce à ces algorithmes d'apprentissage profond-là. Donc, une autre façon de définir l'intelligence artificielle, ça c'est pour de quoi on parle les 10 dernières années, c'est aussi de distinguer IA générale ou IA étroite. Donc, on va nous dire que l'IA générale, c'est une machine capable de traiter n'importe quelle tâche intellectuelle. C'est donc une intelligence artificielle qui aurait la capacité de dépasser celle de l'homme, d'avoir éventuellement une conscience. Donc, évidemment, c'est vraiment ici qu'on a des promesses. C'est quand on nous promet cette IA générale-là. Puis, ce qu'on voit, il y a des progrès qui ont été faits en intelligence artificielle au cours des 10 dernières années, par exemple, mais c'est clairement de l'IA étroite qui se concentre à une tâche donnée dans un endroit fini, très précis. Puis là, Netflix, comme un autre exemple, j'aurais pu choisir autre chose, mais dans des techniques de recommandation à travers les données. Sauf que malgré qu'on répète que c'est uniquement de l'IA étroite actuellement, il y a quand même des publications crédibles, des acteurs crédibles qui nous disent que l'intelligence artificielle va être en mesure de tout faire. Donc, c'est vraiment là où on rentre dans la rhétorique de la promesse et que ici, ça peut être simplement un traitement journalistique aussi. Peut-être que c'est un extrait hors contexte qui fait un titre un peu sensationnaliste, mais ce qu'on va voir, c'est que justement, ce type de promesse-là, où l'IA va nous dépasser les capacités de l'homme, ou va être en mesure de tout faire, et c'est présent depuis les années 40, en fait, ce qui est assez intéressant. Donc, comme on parle depuis les 10 dernières années, beaucoup de apprentissage profond, apprentissage automatique. Donc, on parle beaucoup d'IA connexionniste. Donc, l'image qu'on voit ici à droite, qui à mon sens, résume bien de façon très, très simple, très, très schématique, mais l'IA connexionniste. Donc, on est plus dans des modèles de statistiques qui s'inspirent des réseaux de neurones pour, justement, on ajoute des poids aux différentes connexions, puis en fonction des données qu'on entre dans notre algorithme, bien, ces poids-là vont être ajustés pour obtenir le résultat le plus intéressant. Et ça, c'est l'IA connexionniste qui apprend à partir des données, puis avec des techniques statistiques, entre autres. Et là, bien, ça fait en sorte qu'on ne parle pas, en tout cas du moins depuis les dernières années, d'IA symbolique. L'image que vous voyez à gauche, l'IA symbolique existe aussi depuis longtemps, depuis les années 50. Puis eux, c'était vraiment une façon formelle de voir les connaissances humaines, puis de dire on va reproduire la façon de penser de l'homme, les façons de classer l'information, on va le reproduire dans un programme informatique.
Et là, ici, ces deux cas-là illustrent comment un et l'autre vont anticiper c'est quoi une pomme. Donc, on voit qu'il y a ce classement d'informations très formel avec l'IA symbolique et le poids qu'on va ajuster en fonction des données qui sont rentrées avec l'IA connexionniste. Puis là, dans le fond, ce détour que je fais entre l'IA connexionniste et l'IA symbolique, c'est simplement parce qu'on va voir les promesses associées à l'un et l'autre dans pas trop longtemps, dans quelques minutes. Je voulais juste camper bien ces deux distinctions-là, puis de revenir très, très, très rapidement sur leurs origines conceptuelles. Donc, au niveau de l'IA connexionniste, c'est la notion de s'inspirer du cerveau biologique et donc de regarder un réseau de neurones. Si c'est le cerveau qui apprend, bien, on va regarder sa plus simple expression qui est un neurone et on va le formatiser, on va en faire un modèle, un genre de modèle mathématique et informatique qui reprend ce fonctionnement d'un réseau de neurones. Donc, on a des entrées. Ici, on a des poids et on a une fonction seuil que quand on l'atteint, mais on active le réseau de neurones. Donc, ça fait une fonction binaire. Donc, si on atteint la fonction seuil, c'est activé. Si on ne l'atteint pas, zéro, il ne se passe rien. Donc, ça, c'est la prémisse de base qui était déjà en 1943. Et puis, je passe sur plein d'autres éléments importants. Mais bon, pour arriver au perceptron de Rosenblatt en 1958, qui, lui, va amener la notion de couche dans les réseaux de neurones et qui va créer donc ce premier algorithme d'apprentissage-là. Et justement, en fonction des sorties du réseau de neurones, on va être en mesure d'ajuster le poids de ces connexions-là. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle d'apprentissage. Donc, ça, c'est les origines, disons, de l'IA connexionniste à haut niveau. Maintenant, au niveau des origines de l'IA symbolique, encore une fois, je ne vais pas passer en détail sur tout ce qui est inscrit ici, mais simplement porter votre attention que, à chaque fois qu'on répète l'histoire de l'intelligence artificielle, on revient sur la conférence de Dartmouth en 1956, où il y avait les Marvin Minsky, Alan Newell, John McCarthy qui étaient présents. C'est vraiment là la première fois qu'on va utiliser le terme intelligence artificielle pour obtenir du financement pour faire cette conférence-là. Donc, le terme, il y a déjà cette logique-là un peu marketing quand on lit certains ouvrages historiques par rapport à l'intelligence artificielle, parce que les acteurs voulaient se distinguer des autres champs qui étaient déjà présents, des autres disciplines comme la cybernétique, qui avaient plus de visibilité. Puis on s'est dit, bien, nous, c'est différent. Puis aussi, c'est des gens qui promenaient des mathématiques, donc qui étaient peut-être plus dans cet intérêt de l'intelligence formelle, des règles précises, puis ils voulaient se distinguer. Donc, on a utilisé le terme intelligence artificielle à ce moment-là. Et donc, on est associé à l'IA symbolique. Donc, on tente de distinguer aussi des découvertes qui sont faites par Rosenblatt, par exemple, parce que Minsky, Pepper, en 1969, vont écrire un livre qui vont critiquer les limites du perceptron. Donc, il y a une espèce de tension entre ces deux champs-là qui essayent de tirer un peu la couverte de leur côté pour avoir de la visibilité, pour avoir du financement. Donc, un autre élément qu'on va voir important au niveau de l'avancement de l'IA symbolique, c'est tout le développement des systèmes experts qui va être très visible dans les années 80. On va y revenir sous peu. Maintenant, bon, pourquoi on parle de l'IA connexionniste aujourd'hui, alors que dans les années 40, 50, on avait déjà les bases qui existaient? Bien, les trois raisons là, évoquées, assez simples, c'est bon, la performance des algorithmes d'apprentissage se sont améliorées. L'accessibilité à des grandes quantités de données, bon, on fait juste penser à notre utilisation du web, des réseaux sociaux, puis finalement, il fallait effectivement une capacité des ordinateurs à moindre coût de traiter toutes ces données-là. Donc, c'est vraiment trois conditions qui ont fait en sorte que, bon, on a un regain de l'IA connexionniste. Et un algorithme d'apprentissage qui a connu des bonnes performances, c'est l'algorithme de rétropropagation. Là, je ne vais pas expliquer ça en détail, je n'ai pas l'expertise nécessairement non plus. Je vous renvoie donc à certains liens, mais ce qu'on a découvert, c'est qu'on calcule l'écart entre ce qui était prévu et l'écart
on calcule l'écart entre la cible et le résultat et on rétropropage donc cet écart-là au début de notre réseau de neurones. On ne faisait pas ça là, quand j'ai montré le perceptron, on allait juste par en avant, mais là, il est capable d'aller par en arrière. Fait qu'il il est plus performant, puis il a donné vraiment des résultats intéressants. Et ça a connu beaucoup de visibilité plus tard, entre autres avec une compétition en 2012, mais qui existait déjà depuis quelques années, de ImageNet, donc des compétitions universitaires où on classe des images. Et c'est vraiment les techniques d'apprentissage profond qui ont vraiment surpassé les autres techniques qui étaient utilisées. Donc, à partir de 2012, il y a vraiment eu cette visibilité envers les techniques d'apprentissage profond. Et évidemment, bien, il y a eu la fois où AlphaGo a battu le meilleur joueur de Go au monde en 2016. Donc, tout ça a contribué à ce regain-là, mais les trois raisons principales sont nommées sur la diapositive. Ce qui nous amène aux fameuses promesses. Donc, rapidement, j'ai mis trois graphiques parce que je m'inspire, quand on parle de cycle de promesses, c'est inspiré du cycle de Gartner qui est le hype cycle. Donc, justement, tout ce hype-là qui est au début d'une innovation, quand elle est mise sur pied, il y a énormément de battage médiatique, il y a énormément d'attentes. On carbure justement ces promesses-là, puis là, on atteint un sommet, puis là, boum, on a une désillusion et un genre de plateau. Bien, évidemment, il y a des technologies qui ne connaissent pas de battage médiatique. Il y a des technologies qui, après, une fois qu'ils arrivent en désillusion, bien, il ne se passe plus rien. Là, il n'y a pas de plateau non plus. Mais bon, c'est juste pour bien camper. Quand je parle de cycle de promesses, c'est un peu ce cycle-là d'attente démesurée et de désillusion. Et les promesses qu'on va voir sont tirées de l'article de Cardon, Contet et Masnière de 2018. Donc, ce qu'on voit, c'est que le ratio d'articles cités par les connexionnistes, on parle donc de publications scientifiques, au niveau des années 40 jusqu'aux années 60, ça va être vraiment du connexionnisme là, qui va être publié, qui va être cité. Par la suite, ça va être vraiment l'IA symbolique pour revenir à l'IA connexionniste. Donc, en gros, on a comme ces trois grands cycles-là. Puis juste avant d'aller plus loin, en fait, on voit que le connexionnisme est très présent dans les années 40 aux années 60, mais il va y avoir des promesses faites par ceux qui représentent l'IA symbolique au niveau des années 40 et des années 60 également. Donc, comment ça commence? On parlait tantôt du perceptron de Rosenblatt. Donc, c'est pas juste conceptuel dans le sens qu'on voulait faire une machine aussi qui reposait sur ce concept-là et qui est très bien illustré dans l'image à droite. Justement, on veut restituer le fonctionnement du cerveau dans la machine. Donc, ça, c'est l'entreprise, si on veut, de Rosenblatt. Il va y avoir comme je ne sais pas, beaucoup de relations publiques qui vont être faites en 1958 parce qu'il va y avoir un article cette année-là dans le New York Times qui, le journaliste va aller visiter le laboratoire à Cornell, l'Université Cornell. On voit bien dans le titre que déjà, on est dans cette notion d'apprentissage, learns by doing, de la machine qui apprend en faisant. Et là où on tombe dans la promesse, c'est quand, dès le premier paragraphe, on nous dit que cette machine-là va être en mesure de marcher, parler, voir, écrire, se reproduire et avoir sa propre conscience. Donc, on est vraiment dans un exemple de grande promesse. Ça va susciter quand même beaucoup d'attention à l'époque. Et il va y avoir aussi un autre article dans la même veine, cette fois-ci du New Yorker, qui, lui, son titre, c'était Rival. Donc, on voit tout de suite là, cette notion de la machine qui est le rival de l'homme parce qu'elle prétend avoir autant de capacités, sinon plus. Donc, et là, on est en 1958. Donc, on s'entend que c'est quelque chose qui est réactivé, comme on va le voir à travers le temps, cette notion d'être en mesure de dépasser les capacités humaines ou du moins de toujours être en comparaison avec les capacités humaines. Et il va y avoir aussi des promesses, comme je le mentionnais, au niveau de l'IA symbolique.
c'est ce qu'on voit, c'est un extrait. Puis là, c'était déjà en 70, puis je dis jusqu'à la fin des années 60. Donc, fin des années 60, début 70, le côté du camp, si on veut, de l'IA symbolique va aussi produire énormément de promesses. Ici, on voit un extrait de Marvin Minsky, mais il y a aussi Heber Simon en 1956. Donc, on est dans ces années-là. Qu'il nous annonce que d'ici 20 ans, les machines seront capables de faire n'importe quel travail que l'homme peut faire. Et c'est un peu la même chose ici que Marvin Minsky dit dans le Life Magazine en 1970, que, bon, c'est ça, on revient avec cette même trame narrative-là où l'intelligence artificielle, ça serait d'abord une intelligence artificielle générale, mais qui va être vraiment en mesure qui va être en mesure de tout faire, et ça à une vitesse importante et qui aura beaucoup de pouvoir. Et là, j'ai mis une image là, de l'Odyssée de l'espace parce que Marvin Minsky va être le conseiller scientifique principal de ce film-là. Donc, le rapprochement entre science-fiction et intelligence artificielle ne tombe pas du ciel pour un mauvais jeu de mots. Et donc, toutes ces promesses-là vont conduire au premier hiver de l'intelligence artificielle parce qu'on est vraiment dans l'écart entre ce qui est promis et ce qui est réalisé. Donc, il y a différentes critiques qui vont avoir lieu. Tranquillement, il va y avoir aussi Hubert Dreyfus de l'Université Berkeley qui va écrire 2 livres sur les limites de l'intelligence artificielle, de l'informatique, des ordinateurs. Et il va y avoir aussi du côté de l'Angleterre le Conseil britannique de la recherche scientifique qui va mandater James Lighthill de faire un rapport, donc d'aller sur le terrain, de regarder ce qui se passe en intelligence artificielle. Il se passe-tu vraiment quelque chose? Donc, ça, c'est un extrait assez parlant de son rapport, donc, qui dit que la plupart des travailleurs en recherche spécialisés en IA confessent un profond sentiment de déception. Les découvertes faites jusqu'à présent n'ont produit l'impact majeur promis à ce moment-là. Donc, ce scepticisme-là, cette désillusion-là va conduire aussi au retrait du financement de la DARPA, entre autres. Et bon, on ne va pas arrêter de faire de la recherche en intelligence artificielle, mais ça va être plus marginal, moins visible. Mais ce qu'on va voir, c'est que ça ne va pas empêcher de continuer à faire des promesses, loin de là. Donc, au niveau du deuxième cycle de promesses, on va se concentrer vraiment à l'IA symbolique uniquement. Donc, deuxième cycle de promesses, il repose entièrement sur les systèmes experts. Il faut rappeler qu'il y a vraiment un contexte propice, par contre, à cette circulation, cette production-là de promesses, parce que, on se rappelle, à la fin des années 70, le Japon va faire une grande annonce. Ça va être qu'ils vont dire qu'ils vont lancer sous peu des ordinateurs de 5e génération qui vont être en mesure d'intégrer justement une forme d'intelligence artificielle. Et là, ça va réveiller un peu l'Occident, l'Angleterre, la France, entre autres, puis les États-Unis, le Canada aussi, en disant, bien voyons, il faut qu'on réinvestisse en intelligence artificielle. Donc, il y a ce contexte-là de course aux ordinateurs de 5e génération. Il faut aussi rappeler qu'il y a toutes les avancées qui sont faites dans les ordinateurs personnels, qui arrivent dans les foyers à partir des années 80. Donc, ça aussi, ça l'excite un peu entourant... Il y a de l'excitation entourant l'informatique en général, mais l'informatique, puis le développement un peu plus tard de l'Internet ou la démocratisation de l'Internet à la fin des années 90 va vraiment, dans le fond, réaliser des formes de promesses. Contrairement aux systèmes experts qui ne vont pas vraiment réaliser leurs promesses. Pour revenir à ce que c'était donc on s'inspire des experts. Principalement, on pourrait voir certaines professions comme la médecine. On va regarder justement comment un médecin va diagnostiquer une maladie, bon, puis c'est quoi le traitement qu'il va suggérer par la suite, puis on se dit, on a juste à reproduire ces règles-là sous forme de si alors, s'il y a tel symptôme, on donne ça, on se dit, la machine est capable de faire ça, on va le reproduire dans un genre de programme informatique. Puis, ça va réduire les coûts, on va être plus efficace et tout ça. Donc, ça, c'était vraiment une promesse des experts. Et là, vu qu'on est un laboratoire de cyberjustice, je trouvais
intéressant de rappeler que le droit, évidemment, vous savez sans doute plus que moi, a été ciblé comme un système, comme un champ qu'on pourrait rendre l'informatiser un peu plus. Ce serait très intéressant. Donc, ce qu'on disait à l'époque, c'était qu'on va prendre les règles du droit, on va les modéliser dans un système formel, puis ça va faire en sorte qu'on va produire des conseils juridiques de manière électronique. Donc, la promesse, c'est encore une fois, c'est cette forme de démocratisation, aussi enlever le biais humain qui est récurrent, je crois, en droit, de dire que la machine va être en mesure de prendre des décisions un peu plus neutres. Donc, on était vraiment dans ces promesses-là. Donc, si ça vous intéresse, là, les promesses associées aux experts, au Legal Expert System, il y a une citation en bas que vous voyez. Donc, c'est un article, c'est un juriste, justement, qui a étudié aussi en informatique, qui était là dans les années 80, qui relate justement ce grand enthousiasme, le grand enthousiasme qu'on avait envers les systèmes experts dans le domaine du droit. Mais là, comme on l'a vu tantôt, c'est un peu le même phénomène qui va se reproduire, ce grand écart-là entre les promesses et les réalisations concrètes sur le terrain là, va être très, très grand, cet écart, et ça va conduire à le deuxième hiver de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs raisons, des raisons entre autres techniques, qui vont contribuer. Ce n'est pas juste l'écart de la promesse, mais il y a donc, c'est très, très complexe. C'est une lourdeur aussi de reprendre toutes ces règles-là puis de tenter de les reproduire dans un système. Puis, ça prend justement une vitesse de calcul qui n'était pas là à l'époque. Et un autre élément aussi qui est occulté à cette époque-là, c'est justement tout le contexte culturel, social, un peu. En fait, il n'est peut-être pas occulté, mais il est difficile à reproduire dans la machine. Donc, si on prend l'exemple de la traduction, si un mot dans une phrase veut dire une autre chose dans une autre phrase, dans une culture, il veut dire une chose, il veut dire autre chose dans une autre culture. Donc, ça, c'est très, très difficile à formaliser. Et c'est là, justement, que l'IA connexionniste, en apprenant des données, des quantités phénoménales de données, va donner des résultats beaucoup plus intéressants, entre autres en traduction, que l'IA symbolique. Là, je n'ai pas trop décrit qu'est-ce que je présenterai à l'écran. Donc, ça, c'est, comme on le voit, c'est tiré de l'application Ngram de Google qui recense la fréquence des mots dans les livres. Fait qu'on voit que, justement, là, on ne peut pas être plus clair au niveau d'une courbe d'enthousiasme et de désillusion, là. Mais disons qu'il y avait énormément de publications qui portaient sur les systèmes experts dans les années 80. Puis là, bon, on atteint comme un sommet à la fin des années 80 pour vraiment se désintéresser de l'IA symbolique, puis s'intéresser à l'IA connexionniste, comme je le mentionnais, entre autres, avec la traduction. Là, on a vraiment des performances plus intéresses avec l'IA connexionniste. Donc, notre regard va se tourner vers l'IA connexionniste. Ça fait un peu la boucle de l'introduction que je vous mentionnais qu'on est en train de vivre un engouement, au moins depuis les 10 dernières années. Puis cet engouement-là, c'est l'IA connexionniste, je me répète un petit peu. Et donc, les promesses associées à ce courant-là, il y a un niveau très organisationnel qui était visible peut-être depuis davantage les 3 dernières années. C'est moins visible actuellement, mais en tout cas, 3-4 ans, on parlait beaucoup de la 4e révolution industrielle qu'allait amener l'intelligence artificielle. Donc, on voit l'intelligence artificielle comme une matière première qui comme l'électricité, va tout révolutionner. Puis c'est ça, ce qu'on voit dans cette économie de la promesse-là, habituellement, c'est des termes forts. Là. On va parler en français de révolution, de transformation. Puis en anglais, on utilise souvent le terme disruption. Donc, quand on emploie ces termes-là, on a tendance à être davantage dans la promesse. Et donc, ça, c'est du point de vue organisationnel, la 4e révolution, reprise beaucoup d'ailleurs par des grandes firmes de consultants qui vont amener ça à certaines entreprises pour justifier, je pense que vous devez investir en intelligence artificielle parce que, watch out, 4e révolution s'en vient. L'autre promesse là, qui est quand même
peut-être assez différentes, mais c'est au niveau de la singularité. Donc, on nous dit que justement, regardez les progrès de l'intelligence artificielle, c'est exponentiel. Donc, forcément, à un moment ou à un autre, les capacités de l'intelligence artificielle vont dépasser celles de l'homme. Donc, c'est toute la notion de singularité. Et il y a plusieurs livres qui traitent de cette singularité-là. Donc, on rentre aussi dans cette économie de la promesse-là. Donc, discussion. C'est quoi le problème avec cette économie de la promesse-là? C'est quoi l'impact sur la gouvernance de l'intelligence artificielle, par exemple? Bien, assez clairement, ce que ça apporte, c'est des représentations disproportionnées, erronées des capacités actuelles de l'intelligence artificielle. On continue à alimenter des définitions ambiguës qui sont non unanimement reconnues. Puis concrètement, un risque parmi tant d'autres, mais ça serait justement de trop se concentrer à des enjeux à long terme, trop hypothétiques si on veut, versus des enjeux très importants à court terme. Par exemple, se concentrer sur l'algorithme qui va remplacer des emplois plutôt que regarder l'utilisation des données personnelles. Quoique, évidemment, on est très sensible à l'utilisation des données personnelles, mais c'est pour donner un exemple de dérive potentielle, de trop regarder à long terme, de trop écouter, justement, d'être trop sensibilisé par rapport à cette promesse-là, quand il faut évidemment développer plus un esprit critique par rapport à ces promesses-là. Donc, comment justement recadrer un peu les promesses? C'est une piste, mais c'est une piste parmi tant d'autres aussi, dans le sens que c'est de regarder les définitions, d'arriver à une définition qui désactive les promesses, qui justement enlève ce côté-là de toujours être en comparaison avec les capacités de l'homme. Donc ça, c'est tiré, il y a beaucoup de choses en tout cas à mon sens, dans la présentation ici, mais dans le fond, c'est tiré d'un article de Kraft et al. Qui reprennent les définitions de Russell et Norvig ici, qui ont beaucoup écrit sur l'intelligence artificielle. Si vous cherchez des références plus techniques, c'est vraiment des références importantes, à suggérer, disons, comme lecture. Donc, leur façon, en fait, ils ont relaté différentes façons de définir l'intelligence artificielle, justement, puis ils ont essayé de résumer ça à ces quatre cadrans-là. Donc, d'un côté, je ne vais pas les lire en entier, mais c'est simplement pour dire que la ligne du haut, où on voit humain, on est donc dans des définitions qui vont toujours être en comparaison avec l'homme. Soit on va être en train de comparer notre façon d'agir, le point de vue comportemental, ou soit on va être en train de comparer le point de vue cognitif, le point de vue traitement de l'information. Donc, ça donne une définition de l'intelligence artificielle. Bien, l'intelligence artificielle, c'est agir comme un humain. Ou l'intelligence artificielle, je résume très, très simplement, là, mais l'intelligence artificielle, c'est penser comme un humain. Donc ça, on reste dans des définitions qui gardent toujours, c'est ça, la comparaison avec l'humain. Puis sinon, l'autre façon, la ligne du dessous, dans le fond, c'est de regarder ça d'un point de vue rationnel, mais bon, à défaut d'un autre type, mais c'est ce qu'ils utilisent. On s'entend qu'il y a du rationnel dans l'humain aussi, mais c'est plus de donner l'accent sur le côté peut-être modèle mathématique. On cherche à optimiser quelque chose, on cherche à optimiser une tâche précise dans un contexte précis. Ce serait cette définition ici dans le cadran en bas à gauche. Et sinon, on cherche à optimiser un traitement de l'information. Ce que l'article que je cite en référence en bas à droite, complètement, le Kraft et al., c'est dans le fond ce qu'ils ont remarqué. Ils ont analysé les politiques publiques, puis ce qu'ils ont remarqué, c'est évidemment, il n'y a pas vraiment de définition dans la majorité des cas, ou souvent, il n'y a pas de définition d'intelligence artificielle, mais quand il y en a, la définition elle a tendance à se situer en comparaison avec les capacités humaines. Donc, on reste dans la ligne ici. Et bon, je l'illustre comme ça, puis ça faisait écho aussi à d'autres recherches qui ont été faites qui se concentrent de leur côté sur le traitement médiatique.
Donc, comment les journalistes abordent l'intelligence artificielle dans les médias et justement, comment ça se fait qu'il y a tant de promesses? C'est pourquoi ils réactivent toujours ces promesses-là. Puis les auteurs que je cite en biographie, dans le fond, ce qu'ils remarquent, c'est qu'ils utilisent deux traitements médiatiques qui fait en sorte que ça augmente les promesses. Le premier, c'est la sélection de la source. Donc, bon, sans surprise, si on cite uniquement un genre de gourou de la Silicon Valley, bon, il y a de fortes chances qu'on ait des promesses dans notre article. Le deuxième traitement, qui est en lien avec ce que je vous présente à l'écran, c'est le deuxième traitement, c'est la comparaison homme-machine. Donc, ce qu'ils ont remarqué, c'est que le cadrage médiatique est souvent justement en train de toujours comparer l'intelligence artificielle aux capacités humaines. Donc, ce qui résume un peu notre façon de conceptualiser l'intelligence artificielle sur la ligne du haut. Et donc, pour évacuer un peu cette notion de promesse-là ou de comparaison avec les capacités humaines, ce serait de privilégier la définition ici de Russell et Norvig, qui, dans le fond, résume ça à l'optimisation d'une tâche dans un contexte donné. Mais aussi, ils prennent bien en considération également des aspects, quand même, des traits distinctifs de l'intelligence artificielle, particulièrement une certaine forme d'autonomie, comme l'apprentissage non supervisé. Il va être en mesure de classer des groupes de données par lui-même sans nécessairement avoir un étiquetage de données. Donc, c'est une forme d'autonomie, mais on est loin quand même d'une autonomie de quelqu'un qui se lève puis qui va prendre son auto pour aller travailler. Donc, puis l'autre trait distinctif, c'est l'adaptabilité. Donc, un algorithme va être capable de quand même, en fonction de la rétroaction qu'il reçoit, de s'ajuster. Donc, il y a une forme d'adaptabilité. Donc, ces deux traits-là sont quand même pris en compte dans cette définition-là. En fait, je pense que ça va être plus clair quand on présente un exemple de définition qui reprend justement ces deux traits-là. Donc, c'est tiré de la Commission européenne. L'intelligence artificielle fait référence au système qui affiche un comportement intelligent. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il se comporte comme un humain. Donc, en analysant leur environnement, en prenant des mesures avec un certain degré d'autonomie. Donc, c'est ça, pas d'autonomie dans un contexte très précis, très fini, pour atteindre des objectifs spécifique. Donc, ça, ce serait comme une suggestion, si on veut, de tendre vers des définitions qui ne sont pas en lien avec des comparaisons humaines parce qu'on a tendance à rentrer trop dans, à mon avis, peut-être un piège là, de cette intelligence artificielle générale-là. Donc, on continue d'alimenter le mythe de l'intelligence artificielle quand on est toujours en comparaison avec les capacités humaine. Et donc, ça m'amène à ma conclusion là, que, dans le fond, les attentes collectives et positives envers l'IA ont façonné de manière continue le développement de l'IA. Puis, pour mieux comprendre l'IA, il faut commencer par un peu la décharger de ses promesses. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. On va maintenant entamer la période de questions. Donc, pour le public, je vous invite à poser vos questions à travers l'onglet Q et R. Donc, je vais les poser au fur et à mesure. Le professeur Benny Clef, directeur du laboratoire, vous remercie pour cette excellente présentation. Marina Teller aussi. Donc, moi aussi, à mon tour, je vais vous remercier. Je trouve que c'est vraiment une perspective intéressante parce que souvent, en recherche, on a tendance à penser que l'intelligence artificielle a commencé en 2012, particulièrement au Québec avec Montréal, qui est le cœur de l'apprentissage profond. On a l'impression que l'histoire avant n'a peut-être pas eu lieu et que vraiment l'intelligence artificielle est arrivée tout d'un coup, quand en fait, c'est une histoire qui tend à se répéter avec des promesses qui reviennent souvent. Par exemple, l'intelligence artificielle va peu à peu remplacer notre travail. On va atteindre une intelligence artificielle égale à celle de l'humain. Donc, c'est toutes des promesses qu'on entend depuis des années et qui ne sont pas nouvelles. Et c'est des promesses aussi qui ne sont pas neutres, qui défendent des intérêts, surtout pour les chercheurs, pour aller chercher du financement. Et c'est quelque chose que, justement, ce n'est pas la première fois que ça arrive, que ces promesses-là soient exagérées
Et c'est souvent après qu'on va demander des rapports pour un peu revenir au réel état des lieux. Et je me demande si à travers l'histoire, vous avez vu s'il y a eu la mise en place de systèmes pour justement s'assurer que ces promesses-là ne soient pas exagérées. À qui revient la responsabilité de remettre en question ces promesses-là et de vraiment s'assurer qu'on est au fait du réel état de la recherche? Merci pour les questions. Ben, c'est une question très intéressante, mais effectivement, je pense que c'est une responsabilité collective là, de justement, on en discutait tantôt, de cultiver un peu cet esprit critique-là. Puis en introduction, je mentionnais l'apport des acteurs de l'innovation. Justement, qui contribuent aux différentes promesses. Mais effectivement, je vois mal une police de la promesse, quoi que c'est intéressant, là, mais qui un organe qui pourrait justement être responsable de limiter les promesses parce qu'au final, tout le monde y participe un petit peu. Puis c'est donc de justement remettre en question nos façons de mettre sur pied des grands programmes de financement. Des organismes subventionnaires, par exemple, qui vont concentrer un peu sur 4 thèmes ou une technologie en particulier versus une autre. Donc, c'est sûr que les bailleurs de fonds ont peut-être une sensibilisation, doivent peut-être être plus sensibilisés que d'autres parce que l'effet performatif est vraiment au niveau du financement de ces promesses-là. Mais à leur défense, c'est ça, c'est difficile d'évaluer la technologie, puis parce qu'il y a quand même, si on regarde Internet, puis ça, je parlais des ordinateurs personnels, il y a quand même certaines promesses qui se sont remplies, qui ont été réalisées. Donc, ben, c'est une bonne question. Je ne sais pas comment, je n'ai pas la réponse exacte, là. Je pense que ça serait à garder en tête, effectivement, de comment réguler le plus possible. Mais tu sais, parce qu'on voit aussi que ça nuit aussi au final. Tu sais, il y a comme une forme. Je ne veux pas rentrer dans. Tu sais, je crois pas. J'allais dire une genre de main invisible, j'adore pas nécessairement ça. Mais tu sais, il y a comme. Ça va se balancer un peu quand même avec le temps. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'à force de faire trop de promesses, mais on se discrédite. Puis on nuit à la crédibilité, c'est ça, de son champ. Fait que, c'est aussi les chercheurs qui doivent prendre du recul par rapport à ça, mais ils sont imbriqués dans un système de financement capitaliste qui demande, qui est très concurrentiel, qui demande d'attirer l'attention, puis le financement. Donc, c'est difficile quand même de trouver une réponse à ça. Ouais. Je comprends tout à fait cette position-là, mais quand je posais la question, je me disais peut-être des personnes justement qui sont à l'extérieur de la recherche, pas nécessairement des programmeurs, parce que l'intelligence artificielle, c'est une discipline multidisciplinaire. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu à faire en sorte que des philosophes, des sociologues soient impliqués dans cette prise de décision-là pour vraiment amener un regard extérieur que les chercheurs, justement, n'ont pas et ne peuvent pas se permettre d'avoir parce qu'ils doivent aller chercher du financement? Ah oui, tout à fait, c'est un très bon point. Effectivement, là, je pense que justement, puis d'impliquer des chercheurs en sciences humaines, comme tu mentionnes en philosophie, par exemple, puis de les impliquer pas pour des questions uniquement éthiques. Je pense que là aussi la problématique, c'est que c'est intéressant d'avoir l'apport des multidisciplinaires, mais de ne pas les camper, de dire « Ah oui, toi, ça va être sur les effets sociaux, de bien cadrer ça d'une manière éthique, mais de l'élargir justement à ces notions-là des économies de la promesse, effectivement. Je pense que c'est des acteurs importants. Il faut impliquer. Oui, bon point. Merci. Donc, je vais continuer avec une question de Karim Beniclef. L'économie de la promesse n'est-elle pas consubstantielle au régime capitaliste, toujours à la recherche de relais de croissance? Oui, ben oui, je pense que ça s'inscrit effectivement dans le système économique actuel, mais c'est juste que les promesses produisent leur propre marché, en fait. Les promesses vont créer un genre de marché parallèle qui repose juste sur des notions de représentation future, des notions de promesses. Mais oui, ça s'inscrit dans ce capitalisme-là, effectivement. Mais d'autres aussi vont regarder ça d'un point de vue d'un tournant stratégique qu'a pris la science
sciences, les technologies autour des années 80, qui fait en sorte que la science et les technologies, surtout les technologies, c'est l'application de la science, mais justement, toujours des solutions très pratiques qui s'inscrivent dans le court terme. Donc, on veut des solutions concrètes et les promesses aussi découlent aussi de ce contexte-là, effectivement. Là, ça s'inscrit toujours dans un contexte, là. Donc, oui, il y a un lien à faire. Et c'est aussi, j'ai l'impression, un cycle qui revient. Donc, là, on a atteint un niveau où on est au maximum de l'engouement envers l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que vous prévoyez que dans les années à venir, il y a peut-être une espèce de creux qui s'en vient parce que le hype cycle, comme vous disiez, commence un peu à s'essouffler? Ben, c'est ça. Moi, je suis un peu contre les prédictions. Ouais. Le but de critiquer un peu cette économie de la promesse-là, c'est de ramener au temps présent, de pas trop faire de projections dans le futur. Donc, je ne sais pas l'avenir, personne ne le sait. Mais oui, si justement on a une approche connexionniste puis on se base sur les données passées. Hey, je m'étourdis. Mais on pourrait penser que ça va se reproduire, en fonction de ce qu'on sait déjà. Mais je ne sais pas, peut-être qu'ils vont être en mesure de maintenir, mais il faut beaucoup d'efforts là, pour réactiver sans cesse la promesse puis maintenir le niveau d'enthousiasme qu'on a envers l'intelligence artificielle. Là, je ne sais pas, le but de démontrer ce hype cycle-là, c'est comme une bulle. Là. Une bulle ne peut pas tenir à très, très long terme. Mais bon, est-ce qu'il pourrait justement faire un atterrissage élégant, en douceur, qui ne soit pas, peut-être, on ne sait pas, effectivement. Mm-hmm. Je vais continuer avec une question de Marina Teller. Selon vous, à l'heure actuelle, quelles seraient les fausses promesses que les gens de la tech tiennent vis-à-vis du grand public et des financeurs? Quels sont les projets qui paraissent encore très loin d'aboutir à des réalisations pratiques? Santé, justice, data hub, transport augmenté. C'est des bonnes questions. Je ne sais pas dans le détail. Je pense que, c'est ça, comme je voulais le mentionner dans ma présentation, c'est toujours, à mon avis, les promesses les plus farfelues, c'est quand on va dépasser les capacités humaines ou quand on va atteindre une forme de conscience de l'intelligence artificielle. Parce que sur des tâches très, très précises, il y a quand même des avancées intéressantes là, qui sont faites en apprentissage profond, par exemple, que ce soit pour diagnostiquer. Mais, tu sais, encore là, je ne sais pas si en santé, parce qu'en santé, il y a quand même c'est ça, il y a quand même des avancées, départager la promesse de la réalité. Je pense que c'est quand on s'inscrit trop dans le long terme. C'est plus une notion d'échelle de temps, à mon avis, aussi. Puis, quand on n'a pas de preuves concrètes, là. Puis, il faut regarder aussi c'est qui les énonciateurs de ces promesses-là. Puis, si c'est toujours les mêmes acteurs, puis on arrive bien à décortiquer leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils essaient de défendre, là, je pense que c'est là que ça peut être une piste là, d'avoir cet esprit, d'alimenter cet esprit critique-là. Oui. Et j'aimerais revenir sur le rôle des médias, puis l'étendre aussi au rôle que joue la science-fiction. Depuis le début, justement, on revient beaucoup sur une intelligence artificielle égale à celle de l'homme. On dirait qu'on recherche un compagnon humain, un robot. Souvent aussi, on peut associer l'image de l'intelligence artificielle à un robot avec des caractéristiques humaines, quand finalement, l'intelligence artificielle peut se retrouver dans notre téléphone, dans notre ordinateur. Donc, comment la science-fiction, les médias viennent influencer justement les promesses de l'IA et viennent un peu participer à cet imaginaire qu'on a de l'intelligence artificielle? Effectivement, ce qui a été analysé en économie de la promesse, c'est qu'on regarde le traitement médiatique va alimenter
des promesses, ce qu'on dit informelles, si on veut. Donc, on n'est pas nécessairement dans... Il va y avoir des chiffres, on va dire, ça va rapporter des milliards de dollars dans 10 ans, là, mais c'est beaucoup les prophéties, puis, comme tu mentionnes, l'imaginaire collectif, parce que, ben, bon, au final, on veut quand même attirer l'intérêt du lecteur. Puis encore une fois, on pourrait parler du contexte économique des médias qui ont un financement réduit, puis eux aussi doivent attirer l'attention. Puis les promesses, justement, au niveau de la science-fiction, peuvent attirer des clics, là. Donc, c'est aussi bête que ça. Donc, on se dit que ça attire l'intérêt des lecteurs, donc on va capitaliser là-dessus. Puis il y a beaucoup les images aussi qui ont été étudiées. C'est des images-là où précédemment, ce qu'on voyait, c'était plus, bon, en technologie, pas nécessairement en intelligence artificielle, mais il y a eu les voitures volantes là, dans les années 50 puis tout ça, mais que certaines images, là, puis le robot en fait partie, là, des images qui sont utilisées pour alimenter les promesses au niveau du traitement médiatique. Donc, on a tendance, effectivement, si tu fais une recherche intelligence artificielle, souvent tu tombes sur des robots. Puis, les médias vont utiliser ce traitement-là. Mais c'est ça, simplement pour attirer l'attention, à mon sens, là. Mm-hmm. Puis, je trouve que c'est intéressant de discuter du fait que souvent, ces promesses-là vont influencer le financement de la part des organismes publics, mais en faisant ça aussi, le rôle que jouent les médias, par exemple, je pense aux documentaires Netflix qui sortent souvent un peu sur l'intelligence artificielle, comment ça contrôle nos vies, comment ça participe à un peu faire en sorte que le public qui lit ces informations ou qui les reçoit à travers des documentaires, la compréhension réelle qu'on a de l'intelligence artificielle n'est peut-être pas là. Puis ça devient difficile de développer un esprit critique par rapport à ça parce que les informations qu'on reçoit, celles qui sont le plus accessibles, sont aussi exagérées. Donc, ça crée une espèce de cercle vicieux où les promesses sont exagérées, la compréhension que l'on a de l'intelligence artificielle ne sont pas tout à fait réelles. Et après ça, notre rôle de juriste à nous de vouloir encadrer l'intelligence artificielle devient difficile parce que, premièrement, comme vous l'avez expliqué, on n'a pas de définition claire de l'intelligence artificielle. Puis c'est difficile aussi d'en choisir une, puis de choisir cette approche-là parce qu'elle va influencer comment on crée les lois, comment on va financer les politiques publiques et tout. Donc, ça devient difficile de trouver un peu où on en est réellement et comment aussi se projeter dans le futur parce que dans un certain sens, on n'a pas le choix de le faire pour encadrer juridiquement l'IA. Donc, c'est des questions intéressantes qu'il faut aborder. Puis je pense que c'est très intéressant de faire des recherches là-dessus, puis de s'intéresser aussi à l'histoire parce que pour réaliser que justement, ces idées-là ne sont pas nouvelles. Donc, merci beaucoup d'être venu ce matin à distance. Dans d'autres circonstances, on aurait bien aimé vous recevoir en vrai. C'est aussi la dernière webconférence de l'année 2020. On va être de retour avec une nouvelle programmation virtuelle à l'année 2021. Donc, j'invite tous les participants aujourd'hui à rester à l'affût de cette programmation qui arrivera dès janvier. Et puis, encore une fois, merci d'avoir été présente aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. Je suis contente d'avoir eu cette présentation qui amène vraiment une vision différente, mais vraiment importante, je pense, pour continuer les recherches en intelligence artificielle. Puis j'ai hâte de lire vos résultats aussi par rapport aux agents intermédiaires. Super. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est très apprécié. Donc, encore une fois, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Je vous remercie de la part du laboratoire de cyberjustice et je vous souhaite joyeux Noël, bonne année, restez prudents. Je vous souhaite la santé et puis on se revoit en 2021. Merci à tous.